Je vais procéder à l'appel des élus. Azéma René présent, Bérard Mathieu, Bernière Alain, Bordenave Martine, Koussaba Mohamed, Mme Cavalier Ridero est excusée. Castro Patrick a donné pouvoir à Robin Philippe. Delavaux Garnier Martine a donné pouvoir à Ourocati. Duprat Monique, Elias Manuel, Gage Gabriel, Gallet Didier, Gallet Gislaine, Ouao Kati, Présente. Xouri Younes, Massacrier Joël, Oliviera Eric, Pontieux Philippe a donné pouvoir à Elias Manuel, Prader Nathalie, Robin Philippe, Sans Gérard, Scapin Patrice, Schiavo Sandrine, Tatiboué Pascal, Tensa Daniel, Terrier Marie, Voisin Nadia et Zampès Joséphine. Présente. Avant de commencer, je vous propose de faire une minute de silence pour Axel Fajal, tué dans un accident de la route provoqué par un conducteur en état d'ébriété. Merci. Je vous précise que la famille souhaite organiser une marche blanche qui aurait lieu, pour l'instant, c'est pas encore totalement sûr, mais le mercredi 19 mars à partir de 15 h, en partant de l'esplanade de la Madeleine. Je vous propose 4 euros comme secrétaire de séance et je vous propose d'approuver le procès verbal de la séance précédente, à moins qu'il y ait des remarques. Pas de remarques, merci. Donc, vous avez vu, donc, on avait une nouvelle conseillère municipale. Madame Annick Mélina donc, a démissionné. Je tiens tout d'abord à remercier Annick qui est à nos côtés depuis 2008, toujours volontaire pour aider, et qui a été de 2018 à 2020 maire adjointe en charge des affaires sociales, qui a œuvré pour renforcer le CCAS, en particulier sur les problèmes de logement. Elle a choisi de passer sa retraite en Bretagne, c'est pour ça qu'elle a démissionné. Nous accueillons pour la remplacer donc Sandrine Scavo, qui était en 26e position sur la liste Autorise Autrement. Si tu veux dire un mot, Sandrine. Tu prends le micro, regarde, ça commence comme ça. Bonjour à tout le monde. Il n'y a pas de discours à faire, merci. Merci quand même. Alors, du fait de la démission d'Annick, on doit la remplacer dans les commissions. Sur la commission CCAS, donc, on ne va pas proposer pour la remplacer Sandrine parce qu'elle est déjà représentante d'une association au CCAS, donc elle est déjà membre du CCAS. Je propose pour la remplacer Gali Gislaine. Pas de problème. Par contre, elle va la remplacer donc à la commission urbanisme. Ensuite, Annick Mélina a été conseillère communautaire aussi. Donc, et on propose de désigner donc Madame Martine Bordenave, qui était la suivante sur la liste donc Autorise Autrement, pour la liste des candidats au conseil communautaire. Donc Bordenave Martine la remplacera au conseil communautaire. Y a-t-il des questions? Bon, je mets tout ceci aux voix. Qui est pour? Merci.
Délibération suivante, c'est une demande de subvention pour la Foire Expo. Je vous donne la parole à Monique Duprat. Une seconde. Je n'étais pas prête. Voilà, Denis. Merci. Alors, demande de subvention pour la foire exposition du 27 et 28 septembre 2025. Donc, la 26e édition de la foire expo aura lieu à ces dates-là sur l'esplanade de la Madeleine. Elle est organisée, comme chaque fois, par la ville d'Hauterive en partenariat avec l'association des artisans du canton d'Hauterive. Et on a décidé, lors de notre dernier bilan, de la faire tous les 3 ans. Donc, cet événement économique fort rassemble sur 2 jours de nombreux exposants, soucieux de partager leur savoir-faire et de faire connaître les innovations technologiques, de promouvoir leur activité, mais également l'événement fédère aussi les partenaires publics qui représentent leurs services. Et donc, c'est l'occasion pour eux de mettre en avant les atouts, le dynamisme économique et le artisanal et commercial local, mais ainsi que tous les services des collectivités. La foire expo, c'est aussi des animations. Et cette année, on a choisi comme thème Sud-Ouest. Donc, c'est un thème fédérateur ici où on va pouvoir mettre en avant les valeurs et par exemple le rugby, la pétanque, le cassoulet, tout ce qui représente le Sud-Ouest. Autrement dit, des moments conviviaux et familiales. Donc la gratuité de l'entrée vient conforter la volonté de la ville d'Hauterive de faire de cette foire exposition un événement populaire. Et pour l'organisation, il est proposé au conseil municipal de solliciter une subvention auprès des partenaires publics habituels, donc la région Occitanie, le conseil départemental, la communauté des communes du bassin haute-rivin et le pays sud-toulousain. Voilà, on vous demande donc de bien vouloir approuver cette demande de subvention. Monsieur Capin. Oui, la délibération ne prévoit pas le montant qui est demandé pour la subvention. Un max. Alors. Et la dépense aussi, c'est... Alors, je ne sais pas si vous étiez au bilan de l'année dernière. Effectivement, bon, la foire, ça représente un certain coût. Au niveau des subventions, nous sommes plutôt, j'allais dire, raisonnables, hein, puisqu'on demande des subventions de l'ordre de 2000, 1500, bon, voilà, des petites sommes, sauf pour la communauté de communes qui utilise le grand chapiteau pour d'autres événements et à qui on va demander une participation de 10 000 euros. Pour ce qui est du budget global, eh bien, écoutez, je vous en reparlerai lors d'un conseil municipal bientôt, puisqu'on est en train de réaliser tout le programme et aujourd'hui, je ne sais pas exactement ce que va nous coûter la foire. En tout cas, en fourchette, vous le savez, une fois déduit les indemnités, enfin les subventions, et une fois que nous aurons récupéré, bien entendu, tous les emplacements, puisque les emplacements sont payants, il reste pour la ville environ 40 000 euros, normalement. En tout cas, c'est l'objectif que je me suis donné. Ça ne veut pas dire que je l'atteindrai, puisque bon, c'est l'objectif qu'on s'était fixé la fois dernière. Et depuis 3 ans, tout a augmenté. Donc, on essaie de maintenir au mieux ce budget. Et croyez bien qu'on s'évertue à ne pas dépenser un centime de plus que ce que le maire nous avait alloué. Vous avez d'autres questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. À l'unanimité.
J'ai complètement oublié de vous parler de ce que on nous a rajouté sur le bureau. D'abord, il y a eu quelques corrections sur le ROB, donc on en parlera tout à l'heure. Ça n'a pas d'incidence. Par contre, le recrutement de personnel contractuel non permanent, donc il faut que est-ce que vous approuvez qu'on parle de ce sujet-là? Voilà. Donc pas de problème. Merci. Le sujet suivant, c'est une demande de financement pour du plan régional vélo pour la voie verte Gare-Lycée. Monsieur Tatiboué. Oui, merci. Donc il s'agit d'une demande de subvention auprès de la région pour l'itinéraire Gare-Lycée, sachant que cette demande rentre dans le cadre du plan vélo de la région. Pour rappel, vous avez le descriptif de l'itinéraire sur la délibération. Pour rappel, cet itinéraire nous coûtera environ 500 000 €, j'arrondis. Hein. Une subvention a déjà été accordée par l'État dans le cadre du Fonds Mobilité Active Plan de Relance et également assez récemment par le département. Si bien qu'au total, nous avons sur les 500 000 à peu près 300 000 € de subvention, donc 60%. Et il nous apparaît opportun donc de faire cette demande supplémentaire pour essayer d'atteindre les 90% de subventions sur ce projet. 80, pardon. Est-ce que vous avez des questions sur le projet, l'itinéraire ou... S'il n'y a pas de questions, on va mettre aux voix donc, cette demande de subvention. Qui est pour? Merci. On passe au gros morceau. Donc le ROB. On propose de feuilleter rapidement les premières pages. Et on peut bien sûr y revenir si vous le souhaitez. Je vais faire une première remarque sur la page 6. Si on arrive à l'obtenir, c'est génial. Alors, je suis sur la page 6. Sur cette page 6, on voit que le taux directeur de la BCE a baissé. La BCE a baissé son taux de refinancement, donc il passe de 4,5% en septembre 2023 à 3,65% fin 2024 et qui est maintenant à 3,15%. Nous pouvons espérer que notre taux d'emprunt en 2025 soit inférieur à celui de notre emprunt en 2024 qui était de 3,79%. Je déroule, c'est bon, vous y arrivez ou pas? Page 7. En page 7, on nous dit que l'inflation devrait se stabiliser à 1,7%. En février, elle n'était que de 0,8%. Donc, nous tablons donc sur une faible augmentation de nos charges. La page 8. Alors, sur la page 8, il y a un rappel du déficit très élevé de notre pays, qui devrait encore s'élever à 5,4% du PIB en 2025, avec une dette qui représente 110% du PIB, ce qui est bien sûr très loin des critères de Maastricht, 3% pour le déficit et 60% pour la dette. Notons tout de même que, page 9, la revalorisation des bases sera de 1,7% pour cette année. Notons aussi sur cette page que la contribution des collectivités locales à la baisse du déficit devrait être de 2,2 milliards d'euros. Au vu de notre page 10, au vu de notre potentiel financier, nous ne serons pas impactés par le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales, mais nous bénéficierons
de la croissance de 140 millions d'euros prévue pour la DSU. Page 11. Alors nous sommes concernés par l'augmentation de la cotisation CNRACL qui sera de 3 points en 2025, passant de 31,5% à 34,5%, ce qui fait une augmentation de près de 10%. Cela nous va impacter notre budget pour environ 80 000 euros sur nos charges de personnel. On passe à la page 12, les recettes de la commune. Alors, il y a les recettes fiscales, donc. Elles sont en augmentation 7,3% en 2024 par rapport à 2023, ce qui correspond à l'augmentation de notre taux de taxe foncière pour cette année-là. Pour 2025, nous proposons une augmentation de 2,76%, sans augmentation des taux communaux, en prévoyant un retour des autres ressources fiscales au niveau de 2023, en particulier sur la taxe communale additionnelle, les droits de mutation. Page 13. Les dotations de l'État. Ces dotations augmentent régulièrement. L'augmentation est de 3,8% en 2024. Nous prévoyons une augmentation de 1,93% en 2025 grâce à la DSU dont j'ai parlé tout à l'heure. Sur la page 14, on a la synthèse de nos recettes réelles de fonctionnement. Vous voyez qu'elles ont augmenté de 7,19% en 2024 par rapport à 2023. Mais c'est dû en partie aux produits exceptionnels. 500 et quelques mille euros, donc 570 000 et quelques. Produit exceptionnel, c'est la vente de la trésorerie de la maison Loumenc, donc ça a fait 380 000 euros. Des remboursements de Total Énergie qui se montent à plus de 150 000 euros. Et aussi un remboursement d'assurance pour le gymnase du collège de 68 000 euros. Nous pouvons compter sur des recettes exceptionnelles pour 2025. Nous prévoyons une baisse de 1,69% de nos recettes réelles de fonctionnement. Page 15, on voit la structure des recettes. Ouais, c'est clair, près de 70% de nos recettes proviennent de la fiscalité directe. On passe aux dépenses. Alors, page 16. En 2024, vous pouvez remarquer qu'on a retrouvé des dépenses de gestion au niveau de celles de 2022 et en baisse de plus de 3% par rapport à 2023. Nous prévoyons toutefois une hausse de 2,83% en 2025, sachant que dans les charges à caractère général se rajoute cette année la foire artisanale. Page 17. En 2017, donc, on a les dépenses de fluide. Donc on voit qu'elles ont augmenté de 10% entre 2023 et 2024, mais si l'on déduit les remboursements dont je parlais tout à l'heure de Total Énergie, en réalité, elles ont diminué de 10%. On prévoit une baisse encore en 2025, grâce en particulier aux efforts qu'on a fait, donc les ombrières photovoltaïques qui alimenteront nos écoles et aussi un passage en LED de 96% de notre éclairage public. Page 18, sur les charges de personnel, on a eu une hausse de 2,39% en 2024 par rapport à 2023, ceci sans augmentation d'effectifs. Une prévision, alors là, on avait prévu que notre prévision de 1,53% ne concernait que le glissement vieillesse technicité et du fait de l'augmentation de la hausse de la cotisation CNRACL, on proposera dans le budget une hausse de 3,3% des charges de personnel, c'est-à-dire 100 000 euros de plus que ce qui est affiché là. Page 19.
On voit que nos dépenses rigides ne bougent pas beaucoup, au-dessus de 60%. Les dépenses réelles de fonctionnement. Page 20. On a une synthèse des dépenses réelles de fonctionnement. On voit qu'il y a une baisse de 3% en 2024, qui est due à la baisse des charges financières. Mais c'est un peu triché, parce qu'en 2023, on était plombé par le remboursement anticipé du prêt structuré. Donc, en fait, cette augmentation, ce serait plutôt une stagnation, une augmentation. Pour 2025, nous proposons une augmentation de 2,8%. Page 21. Là, on voit que les charges de personnel représentent 60% des dépenses réelles de fonctionnement. Ça ne bouge pas d'une année sur l'autre. Page 22 figure l'endettement de la commune. Il a diminué en 2024, mais le montant de 2023 est faussé, comme je disais tout à l'heure, car l'emprunt structuré est comptabilisé en plus de l'emprunt que nous avions fait pour le rembourser. Et l'augmentation prévue en 2025 tient compte d'un emprunt de 2 millions d'euros, dont on verra tout à l'heure, nécessaire pour financer nos investissements. Si cet emprunt est réalisé, la dette par habitant sera de 910 euros. Sachant que quand en 2008, on avait 14 millions d'euros de dette pour même moins de 10 000 habitants, donc vous voyez, c'était plus de 1 400 euros. Ça a baissé régulièrement jusqu'à maintenant, et là, ça va augmenter légèrement donc, du fait de cet emprunt, qu'on ne réalisera bien sûr que si c'est nécessaire. On ajustera avant la fin de l'année en fonction de nos dépenses. Page 23. On voit apparaître la capacité de désendettement, qui était bien sûr énorme en 2023, mais c'était toujours le même problème du prêt structuré. On revient en dessous même de 2022, donc on a 7 années et demie environ pour un seuil d'alerte à 12 ans. Page 24, les épargnes de la commune. Bon, ce qu'il faut voir surtout, c'est qu'on a une épargne nette qui est redevenue positive, 268 434 euros d'épargne nette, et donc des capacités d'endettement répétées ici à 7,46 années. Bon, sur la page 25, le premier tableau, on voit qu'on n'a plus d'effet ciseau, hein. Les dépenses diminuent et les recettes augmentent. Sur le deuxième tableau, on voit que le taux de l'épargne brute est monté au-dessus de 10%. Et le troisième tableau, on voit que l'épargne nette est positive. Alors tout ça c'était sur le fonctionnement, donc maintenant l'investissement donc sur les dépenses d'équipement donc et le plan pluriannuel d'investissement. On voit qu'on propose un montant de dépenses d'équipement de 6 570 000 euros environ. Le plan pluriannuel d'investissement est détaillé dans la page suivante, page 27. Bon, les grands projets de 2025 ne sont pas nouveaux, hein. Ils concernent le gymnase, salle polyvalente du lycée, la réfection de l'école Zola et les liaisons douces le long de la RD 820. On pourra répondre aux questions concernant le plan pluriannuel d'investissement, vous avez tous les détails. Sur la page 28, donc les besoins de financement, là, vous avez la page corrigée donc, hein. L'équilibre se fait avec un emprunt de 2 millions d'euros pour un montant de dépenses d'investissement de près de 10 millions. Vous avez ensuite page 29, les ratios de la commune,
qu'on peut comparer à ceux des communes de même strate qui figurent en dessous avec les explications page suivante pour les différents ratios. Bon, j'ai été un peu vite, mais je suis prêt à répondre à vos questions. S'il y en a. Oui, j'ai pas de questions, mais quelques observations dans la lecture de ce rapport. Ma première observation concerne l'encours de la dette. Depuis 2020, vous nous aviez annoncé votre objectif de maintenir la dette à un niveau stable. Il s'est levé à 8 281 000 € en 2019. On était à 8 450 000 € en 2024. Et là, vous annoncez donc un encours à 9 500 000 € pour 2025. Et cette année encore, un emprunt de 2 millions sera supérieur au remboursement du capital de la dette que nous remboursons chaque année, de l'ordre de 900 000 €. Oui, mais c'est évident, hein. Tout à fait raison. Mais là, pour l'instant, on a l'encours de la dette à la fin de 2025, on ne le connaît pas encore. C'est qu'une prévision. Donc pour l'instant, l'encours de la dette est à 8 400 000 € au 31 décembre et au 1er janvier 2025. L'encours de la dette est encore à 8 405 000 €. Donc la stabilisation est réelle jusqu'au 31 décembre 2024. Ensuite, à la fin 2025, on pourra en reparler si on a besoin effectivement pour financer nos investissements, si on a besoin effectivement de faire 2 millions d'emprunts. Si c'est moins, on va y arriver, je pense. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait quand même que 915 € par habitant, ce qui est déjà tout à fait dans la moyenne. Ouais. Avec une dette des communes de même strate, la dette moyenne... C'est 820 €. Non, oui, mais la dette moyenne est de 10,9 millions d'euros, la dette moyenne des communes de même strate. Oui, mais la dette moyenne d'un habitant d'une commune de cette strate la moyenne est à 820 est effectivement... €. Donc on est au-dessus de la moyenne. On sera si on emprunte 2 millions. Vous présentez... Mais pour l'instant, sur 2024, on est dans la moyenne. D'accord. Donc cet encours, quand même, représente 86% des recettes réelles de fonctionnement, ce qui est aussi en augmentation par rapport à 2024 et bien supérieur aux autres communes françaises de notre strate, à savoir 58%. Bon, alors là, je n'étais pas obligé de mettre le montant de la dette en 2025, parce que la dette dont on parle, pour l'instant, la dette de la commune, c'est celle qui est au 1er janvier 2024, on n'a pas 9 500 000, on a 8 400 000. On parle des orientations budgétaires, il faut bien savoir où on va aller sur 2025. Donc vous projetez de faire un emprunt de 2 millions, donc on suppose qu'il sera plus. Je projette un emprunt de 2 millions, vous avez compris pourquoi, parce qu'on a plus de 6 millions d'investissements. Et ces 6 millions, ils sont engagés. Et je pense que tout le monde est conscient que le gymnase et l'axe salle polyvalente du lycée, les voies vertes le long de la 820 et la rénovation de l'école Zola, ce ne sont pas des projets en l'air qui servent à rien. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc effectivement, pour payer ça, il faudra peut-être faire 1 million de plus d'emprunts. Et je l'assume. Je l'assume. Et je pense que les générations futures qui pourront servir du gymnase, de la salle polyvalente, qui iront au lycée par à pied ou en vélo, à pied ou en vélo, et qui seront dans l'école Zola, qui sera rénovée et thermiquement, je pense que tout le monde sera content. Donc effectivement, il faut assumer peut-être que la dette augmente un peu. La dette augmente un peu. On va passer de 800, en gros de 800 € par habitant à 900 € par habitant. Voilà. Est-ce que c'est énorme? Je dis non, c'est pas énorme. C'est pas énorme pour ceux qui peuvent se le permettre. Peut-être que tous les autorivains ne peuvent pas se le permettre. Et ils ne le payent pas, ça, les autorivains. Bon, on n'est plus en 2008, on est en 2024. Moi, je regarde devant, je ne regarde pas derrière. Ils ne le payent pas, ça, les autorivains. Hein. Voilà. Donc, pour remettre un peu de contexte, les dépenses d'investissement étaient inférieures en 2022. On a investi 3,3 millions en 2024 et on projette 6,5 millions. Mais tout à fait. Voilà, donc c'est pour montrer un peu le ratio des évolutions. On ne parle pas de quelques pourcentages. Là, c'est
c'est quintuplé Mais par rapport à 2022. Ce sont les projets qui sont en cours et vous voyez que dans le PPI ensuite, dans les années suivantes, ces projets étant terminés, on reviendra sur une logique environ de 3 millions d'euros par an d'investissement. Oui, sachant que à titre de comparaison, les premières années du mandat, on investissait 1,5 million, 2 millions par an. Et rien que pour comparer toujours, le gymnase du lycée, c'est 6, 7, 8, 10 millions avec tous les équipements. Mais oui, mais donc, je veux dire, l'investissement. je pense que c'est une chance d'avoir eu le lycée. Arrêtons là-dessus. C'est une chance d'avoir eu le lycée, effectivement. On s'engage à faire le gymnase pour les lycéens, mais on assume. On assume. Très bien. OK. Et une autre observation donc, concerne les charges du personnel. Oui. Vous présentez en conclusion de votre rapport que vous demandez une diminution des charges de personnel de 5% au service. Non, ça, on n'a rien compris là. Rien compris. On demande 5% de dépenses en moins pour les services. Que chaque service fasse une dépense inférieure de 5% à ceux qu'il avait fait l'année dernière. Ça ne vient pas de leur poche. Un cadrage est donné à l'ensemble des services avec une diminution de 5% de leurs dépenses de personnel. C'est pas ça que j'ai compris? Ah oui, mais ce n'est pas dépenses de personnel, c'est une erreur là, effectivement. C'est les dépenses de leur service. Les dépenses de leur service. Bon, moi, j'ai vu ça. Si leur service a dépensé 100 euros en 2024, je veux qu'ils dépensent que 95 euros en 2025. C'est tout. Donc c'est une dépense de fonctionnement. Ça n'a rien à voir avec leur salaire. Pas une dépense personnelle. C'est juste une erreur de... Bon, oui, j'avais mal compris. Non, c'était une erreur, je reconnais que c'est une erreur. C'est une erreur de formulation, tout simplement. Monsieur Oliver. Je me préparer une petite remarque. Je ne vois pas pour la maison Pince si vous l'achetez ou si vous ne l'achetez pas. Alors, l'achat ne sera pas prévu sur 2025. Ensuite, vous avez annoncé des travaux sur la RD 820 lors de votre réunion publique. Je ne vois pas du montant des travaux que vous envisagez sur cette voie. Ah ben si. Itinéraire cyclable. 400 000 euros en 2025, 830 000 euros en 2026. Pour faire toute la RD 820 ? Itinéraire cyclable. Ça, c'est pour la piste cyclable. Vous avez parlé de 2 travaux, que vous allez enlever la voie du milieu, vous allez aménager tout un tas de trucs, et ça ne coûte que 400 000 euros et 830. Voilà. Il vaut mieux faire des routes que des pistes cyclables, finalement. Il y a deux... Ça marche. C'est bon. C'est utile de repréciser du coup les sections et ce qui est concerné. En fait, lors de la réunion publique, on a parlé, et Pascal l'a détaillé tout à l'heure, de différentes sections. Donc il y a dans un premier temps, ce qui sera prioritaire sur 2025, c'est donc effectivement la liaison entre à peu près l'école Filleul et le rond-point d'entrée du lycée. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, on aménage sur un côté la piste cyclable et le trottoir. Et l'autre section qui est concernée par ces demandes d'itinéraires cyclables, c'est appelé comme ça parce qu'en fait, les aménagements principaux ne portent pas sur la voirie, la partie circulatoire. Ils portent sur les abords et sur la création de cette partie cyclable et piétonne. C'est pour ça que la dénomination est itinéraire cyclable. Et là, le deuxième tronçon, c'est un tronçon qui va donc de la piste qui passe aujourd'hui devant Carrefour Market jusqu'à la communauté de communes. Donc les sommes qui sont inscrites au PPI aujourd'hui concernent ces 2 tronçons d'itinéraire. Il est vrai que dans l'avenir, je pense quelle que soit l'équipe, il y a un enjeu, on le sait, sur cette RD 820, à continuer cette urbanisation. Bien entendu que dans ce chiffre-là, il n'y a pas la totalité de l'urbanisation dans la RD 820, notamment entre, je dirais, la rue Jean Jaurès et la jonction avec à peu près Lidl, puisque la portion de la rue Albert Camus jusqu'à Carrefour Market est aussi prévue dans ce montant-là. Par contre, j'ai vu pour la vidéoprotection 225 000 euros. Bon, comme on a vu lors de la réunion du CLSPD, le
préfet nous annonçait qu'il ne fallait pas attendre dessous. Qu'est-ce que vous allez Non, il pouvoir ne fallait pas financer? attendre des subventions. Oui, oui, en subvention, je parle. Qu'est-ce que vous allez pouvoir financer avec cette somme, finalement? On va voir. On verra. Ça Parce dépend. qu'au départ, on voulait remplacer toutes On les est caméras. en négociation là-dessus avec Pensez qu'il y en aura assez là, avec 225? Ensuite, deuxième remarque, pour 2026-2027, d'après vos prévisions de dépenses, il manque encore 1,1 million, on va dire, en gros, à financer. À financer, oui. Mais bien sûr, on peut obtenir d'autres subventions et puis il y a toujours l'emprunt, effectivement. Mais l'emprunt, à ce moment-là, qui sera, dont le montant sera bien sûr inférieur au remboursement du capital. Enfin, la dernière remarque, Ne pas augmenter la dette. Je vois qu'on est toujours, pour les ratios, on n'est toujours pas bon encore. Que ce soit pour la marge d'autofinancement, la rigidité charge structurelle et le taux d'épargne. On n'est pas excellent, mais on a bien progressé. Voilà, on n'est pas toujours bon encore. Il y a des progrès à faire. Par contre, pour les toilettes publiques, j'ai pas vu, c'est pas passé en conseil municipal. Si, bien sûr. Les toilettes publiques. Oui. Les toilettes publiques, elles sont installées déjà en bas de la halle, là. Oui. On en prévoit d'autres. Si c'est pas passé, c'est que ça passe là, à ce moment-là. Oui, enfin, c'est passé. Non, mais là, on ne fait qu'un rapport d'orientation budgétaire. On verra le vote du budget le 9 avril. Hein. D'autres remarques? Non? Alors, si vous n'avez plus de remarques, on va passer aux ressources humaines. Je donne la parole à Madame Oireau. Donc, effectivement, une partie obligatoire aujourd'hui dans le débat d'orientation budgétaire, quand on dépasse les 10 000 habitants, c'est de faire le point sur les effectifs. Donc, on va relater un petit peu les effectifs et la partie RH de la collectivité. Donc au 31 décembre 2024, on peut remarquer, et on l'avait déjà dit l'an dernier, c'est un point, je l'avais partagé, je dirais, d'inquiétude, en tout cas qui doit nous conduire à l'étudier précisément, c'est la question des agents qui ont plus de 55 ans, puisque aujourd'hui on a à peu près 30% de l'effectif des titulaires qui se situe dans cette tranche de plus de 55 ans. Au 31 décembre 2024, donc, on avait un effectif de 173 agents. Vous avez sur une des pages suivantes un graphique qui montre que les effectifs sont relativement stables, hein, puisqu'on avait en 2022 178, on a 171 en 2023 et 173 en 2024. Donc comme le disait le maire, on voit ça effectivement au niveau du budget, c'est qu'on a une stabilisation de l'effectif général de la collectivité. Cela ne surprendra personne, hein. Là aussi on est dans la même ligne que les autres années. On a des femmes titulaires qui occupent près de 68% des emplois de la commune. Effectivement, on le sait, on a notamment dans les agents opérationnels, au niveau des écoles, un effectif qui est largement féminisé, avec 82 femmes et 39 hommes sur les catégories C, donc qui regroupent essentiellement ces agents et les agents d'exécution des services techniques. Sur la partie des cadres intermédiaires, là, on a un effectif avec 7 femmes et un homme. Et sur les fonctions de direction, eh bien, on est au-delà de la parité puisque nous avons 4 femmes et 3 hommes. Si on regarde les questions de répartition par filière, on voit effectivement une prépondérance de la filière technique. Ça s'explique par le fait que les agents d'entretien des écoles sont des agents qui sont classés dans la filière technique, de même que les agents eux-mêmes des services techniques. Sur les chiffres clés de cette année, on voit qu'on a 3 agents contractuels qui ont été nommés stagiaires. Comme on le dit régulièrement depuis le début du mandat, c'est vrai que c'est un engagement de pouvoir à la fois revoir les contrats et stabiliser le volume des effectifs, mais aussi de pouvoir stagiairiser des agents qui étaient sur des emplois contractuels depuis de nombreuses années, sur des emplois qui sont des emplois permanents et non plus des emplois d'accroissement d'activité. Et ça permet du coup de pérenniser cet effectif. 5 avancements de cadres, donc des catégories A et C en promotion interne, des avancements d'échelons nombreux, c'est normal sur l'effectif de la collectivité 65,
et un certain nombre de congés que je détaillerai si vous posez des questions particulières. Alors sur l'absentéisme, je veux d'avance temporiser un petit peu les chiffres qui vous sont donnés pour l'année 2024, puisque nous n'avons pu prendre en compte que l'absentéisme des titulaires, puisqu'il y a eu un petit problème sur le logiciel ressources humaines au moment de la rédaction du DOB, et c'est encore en cours de réglage, et du coup, on n'a pas pu obtenir les statistiques sur la totalité du personnel, mais comme en termes de répartition, nous avons quand même 133 titulaires, 3 stagiaires et 3 non-titulaires, on voit quand même que l'absentéisme global, et effectivement, on en a une appréciation, et on recalera, on redonnera les chiffres, je pense, en séance, dès qu'on aura les chiffres définitifs, avant d'annoncer une baisse ou une augmentation de cette question des jours d'absence, sachant que c'est quand même un critère qu'il faut vraiment regarder en lien avec le critère de l'âge. Sur la masse salariale, donc, le graphique qui vous est présenté de masse salariale, il est, je dirais, trompeur pour nos yeux, puisque les débuts de l'échelle commencent à 4,7 millions, et donc on pourrait avoir l'impression effectivement que les cases doublent, mais non, le zéro est vraiment beaucoup plus bas. Donc il ne faut pas se tromper, on a effectivement une évolution de la masse salariale entre 2021 et 2024, où on passe de 5 millions à 5,7 millions. Mais la plupart de ces évolutions sont liées notamment à tout ce qu'on a pu connaître en juillet 2023, en janvier 2024 sur les évolutions de points d'indice, mais aussi la participation à la protection sociale, les différents reclassements, la PPCR et tout ce qui a pu être mis en place, la JPA, au niveau des ressources humaines. Et c'est vrai que ça impacte fortement le budget RH. Sur le personnel, donc, on a un comité social territorial donc, issu des élections de décembre 2022. Donc, ce comité social territorial, il vient remplacer les 2 instances préalables qui étaient le comité technique et le CHSCT, qui eux n'existent plus et sont fondus dans un seul et même comité social territorial qui s'est réuni à 3 reprises en 2024, avec notamment des questions de modification du règlement intérieur, la question de la participation financière à protection sociale, des modifications d'organigramme, le nouveau régime indemnitaire de la police et des statistiques. Sur la formation, tous les ans, nous avons des chiffres importants de formation, notamment sur les SST, secouristes sauveteurs du travail, qui semble vraiment important. Et donc, on tient à ce que les agents dans les services soient à jour de ces formations pour pouvoir garantir aussi leur propre sécurité. Avec aussi des formations particulières qui ont été organisées en interne sur notamment la question des gestions des conflits, agressivité en situation d'accueil, qui est une situation qui peut avoir lieu dans différents services de la collectivité, pas seulement l'accueil mairie, mais tous ceux qui sont en contact public. Sur ce qui concerne l'accueil des enfants avec des difficultés comportementales en milieu scolaire, et des agents qui ont aussi été formés sur les questions de communication et de posture managériale. Ces formations sont faites en intra, et nous avons aussi des formations via le CNFPT. On a une politique de formation qui permet aux agents de partir, puisqu'on a eu 52 agents qui sont partis en formation pour un total de 120 jours. Sur la communication interne, nous avons renouvelé cette année la journée de cohésion qui avait été initiée en 2023. Elle a été faite donc en juillet. Nous avons eu autant d'agents que sur l'édition 2023. Donc l'idée de cette journée de cohésion, que je rappelle, ce sont les agents, la totalité des services qui doivent participer à cette journée. C'était basé sur des questions notamment du handicap et aussi de la découverte de la ville. Donc des activités étaient proposées autour du handisport, autour aussi de la découverte du patrimoine, puisqu'il y a un parcours patrimonial qui est en cours de réalisation, pour conduire aussi les agents à partager avec un repas convivial entre les groupes. Moi, je le redis, je ne sais pas s'il y aura des questions cette année sur cette journée de cohésion, mais on y tient. Nos agents ils sont éparpillés sur différents sites avec différentes fonctions, ils se croisent peu. Et c'est l'occasion pour des agents qui travaillent dans les écoles de croiser des collègues qu'elles ne voient pas, des services administratifs ou des services techniques. Et c'est un moment important de cohésion et de partage. Donc on vous proposera de la réaliser de nouveau en 2025, au début juillet, qui est une période qui semblait vraiment plus pertinente que celle qui avait été faite fin août.
et qui permet d'avoir un maximum d'agents qui puissent être présents lors de cette journée. Voilà pour ce qui est de la partie RH. Je n'aurai pas vos questions si vous en avez. Pas de Pas questions? de questions? Pas de questions. On va terminer donc. Alors les perspectives donc. On voit que ce rapport d'organisation budgétaire s'inscrit dans un contexte particulier où la commune poursuit son engagement d'investissement et dans un contexte national et international qui est pas facile. Donc on souhaite maintenir les dépenses de fonctionnement et un cadrage a été donné à l'ensemble des services avec une diminution de 5% de leurs dépenses et en barre de personnel. On doit maîtriser l'évolution salariale en questionnant chaque départ à la retraite, chaque remplacement. Malgré ce travail, nous savons que ce point subira de facto des hausses de charges dues au GVT et je dis tout à l'heure, en plus de la hausse du taux CNRACL. L'effort d'investissement est maintenu. 2025 sera pour nous l'année de la concrétisation des projets avec l'ouverture du gymnase, salle polyvalente, la rénovation de l'école Zola et les créations des pistes cyclables et tous les divers travaux du pôle routier. En parallèle, on va vous proposer de maintenir les tarifs de toutes les régies, de maintenir le niveau de subvention du monde associatif. On va essayer de poursuivre la diversification de nos ressources financières et aussi de ne pas augmenter les taux des impôts locaux. Voilà pour le débat d'orientation budgétaire. Donc, alors, ce qu'on vous demande, donc, c'est de acter que le débat a eu lieu. Tout le monde est d'accord, le débat a eu lieu? Très bien, merci. Délibération suivante, convention entre Réseau 31 et la commune, l'installation et l'entretien et le contrôle des dispositifs de lutte contre l'incendie. C'est bien ça qui est dans l'ordre, non? Donc effectivement, jusqu'à présent, c'était nous qui assurions ça par l'intermédiaire de Veolia, qui était notre prestataire de service. Et là, maintenant, comme c'est Réseau 31, donc il faut qu'on conventionne avec Réseau 31 pour tous les dispositifs donc, de lutte contre l'incendie. Y a-t-il des remarques, des questions là-dessus? Donc là, je mets aux voix, donc, qui est pour cette convention. Merci. On doit approuver ensuite les rythmes scolaires. Bon, alors vous savez que je tiens, et mon équipe aussi, à conserver les 4 jours et demi pour que les enfants puissent étaler sur 9 demi-journées leur apprentissage. Je suis contre le passage aux 4 jours. Comment je le justifie? Alors, les gens me disent, s'ils ont un repos le mercredi, ils seront moins fatigués. Je suis persuadé que c'est faux. Du fait que si les 3 heures du mercredi sont réparties sur les 4 autres jours de la semaine, ça fait 45 minutes de plus pour chaque journée. Et ces 45 minutes, où est-ce qu'elles vont être faites? Bien sûr l'après-midi, au moment où ils ne sont pas en mesure de travailler correctement. Donc je vous propose de maintenir les rythmes à 4 jours et demi, avec les horaires marqués, donc qui ne changent pas par rapport à ce qui se passe cette année. Y a-t-il des remarques, M. Scapin? Oui, lorsque j'ai ouvert l'enveloppe la semaine dernière, quand vous nous l'avez transmise, je me suis posé plein de questions. 4 jours et demi. Il y a longtemps qu'on se pose la question, oui. Parce qu'on a passé en 2013, on est passé à 4 jours et demi, 2013. Donc hormis mon expérience de père de famille et mes enfants étant scolarisés sur Haute-Rive, ou mon expérience d'élève, mais qui est encore plus vieille,
c'était très compliqué de me positionner là-dessus. Donc j'ai essayé de faire un petit sondage et d'avoir des avis à droite à gauche. Il y a plein d'arguments qui vont dans un sens ou dans l'autre. Et bon, par contre, je pense qu'il n'est pas assez représentatif au vu du nombre de personnes qui m'ont répondu pour pouvoir se prononcer. Par contre, je me demandais s'il y avait eu des concertations, parce que bon, peut-être que vous avez un avis et vous le défendez, et je l'entends, mais quel est l'avis des parents, quel est l'avis des enseignants, qu'est-ce qui ressort des conseils d'école, quelles sont leurs positions? C'est difficile d'avoir l'avis de tout le monde et de se faire une idée de cet avis-là. Par contre, c'est que l'avis des enseignants est ils souhaitent 4 jours. Est-ce qu'ils pensent à l'intérêt des enfants? Je n'en suis pas sûr. Et quel est l'avis des parents? L'avis des parents, on ne peut pas le connaître, l'avis des parents. Il faudrait faire un sondage auprès de chaque parent. Je pense que c'est du 50-50. Ça peut se faire. Madame Zampez. Alors après, effectivement, nous avons cet engagement très fort sur 4 jours et demi et depuis 2018, on a longuement échangé et chaque année, de toute façon, on se repose la question puisque chaque année, lors des groupes scolaires, lors des premiers conseils d'école, cette question revient à l'ordre du jour. Donc la question, nous nous la posons régulièrement. Effectivement, nous, ce que nous avons proposé, mais malheureusement, ça doit être le créneau qui ne correspond pas, nous avons proposé au moins deux conférences débat avec justement des différents partenaires qui pouvaient notamment échanger sur cette question des aménagements de temps de l'enfant, dont nous avons fait intervenir Claire Lecomte, chronobiologiste avérée, qui est bien reconnue en France. Là, malheureusement, un samedi matin, c'est très peu de parents, pas du tout d'enseignants et quelques élus. Allez. J'en dirais peut-être 4-5 élus. Voilà. Et ensuite, nous avons fait intervenir Jean Epstein, qui est aussi quelqu'un de reconnu, et là, qui a un avis, alors pas tout à fait le même que Claire Lecomte, qui elle est plus sur la chronobiologie, mais un avis par rapport au bien-être de l'enfant et au fait qu'effectivement, il est quand même préférable d'avoir plusieurs demi-journées qu'une seule. Et là, pareil, on a compté le nombre de parents sur les doigts, pas d'enseignants et très peu d'élus. Voilà. Donc, effectivement, il y a des propositions d'échange. On échange lors des conseils d'école. Voilà. Donc, mais après, nous, si vous connaissez des intervenants, parce que l'idée, c'était vraiment de faire venir des personnes qui n'avaient pas forcément le même avis, justement, pour ouvrir le débat. Malheureusement, le débat, il n'a pas été ouvert. Voilà. D'autres questions? Donc on met au voix pour la proposition de risque pour l'EA sur 4 jours et demi. Qui est pour? Qui s'abstient? 2 abstentions. Alors, bilan de la mise à disposition du public pour la modification de simplifié numéro 6 du PLU. Madame Oaro. Alors, comme nous le faisons régulièrement dans ce conseil, nous parlons de différentes procédures d'évolution du document d'urbanisme. Comme vous le savez, notre document d'urbanisme approuvé qui date de 2012 a régulièrement besoin d'évolution. Actuellement, on est en cours d'élaboration de la révision générale qui, elle, va reprendre complètement ce document. Mais pour permettre un certain nombre de choses, on doit régulièrement le faire évoluer. Donc on avait pris un arrêté donc, en décembre 2023 pour prescrire cette modification simplifiée qui porte en fait sur 2 points particuliers. Des modifications réglementaires permettant, notamment au niveau du règlement graphique et du règlement écrit, des évolutions de la zone UF3, zone sur laquelle nous avons une entreprise dont nous parlons régulièrement dans ce conseil, qui effectivement a besoin, c'est l'entreprise sur les Vals, de pouvoir réaliser des installations qui permettront de moderniser l'usine et donc
de limiter les nuisances olfactives qui sont présentes sur ce secteur. Pour cela, il faut pouvoir bouger certaines règles, notamment les règles de hauteur, pour permettre la couverture des cuves à graisse et la création d'une nouvelle cheminée à la même hauteur que celle existante. Le deuxième point, ce sont des toutes petites régularisations, c'est que dans le document de 2012, ne figurait pas dans ce qu'on appelle le pastillage, c'est-à-dire le repérage des bâtiments de type ancien, type corps de ferme. Il ne figurait pas dans 2012 un bâtiment qui aurait intérêt à le faire, c'est des bâtiments sur lesquels, du coup, on permet un changement de destination. En l'occurrence, c'était l'ancienne salle d'exposition de la Fondation Pousse, qui est en zone agricole et qui, de fait, ne pourrait pas changer de destination, ce qui était un petit peu une erreur au regard du règlement. Donc, on a soumis cette modification simplifiée donc, à une mise à disposition du public qui a eu lieu selon les modalités qui avaient été précisées dans la délibération qui avait été prise en conseil donc en novembre 2024. On fait aujourd'hui le bilan de la mise à disposition du public. On n'a aucune remarque aujourd'hui du public qui s'est porté sur cette modification simplifiée, donc le bilan est rapide. On a par contre un certain nombre de remarques qui vont concerner plutôt ce qu'on appelle les personnes publiques associées, à savoir tous les partenaires réglementaires qui vont donner un avis sur le projet de modification simplifiée et qui donc sont au nombre d'une dizaine. Sur les avis des personnes publiques associées, nous avons des avis favorables de la Chambre d'agriculture, de la Chambre des métiers de l'artisanat, du syndicat mixte du Pays Sud toulousain et de la DREAL, donc qui s'occupe de la partie environnementale. Nous avons un avis favorable avec réserve, je vais les détailler, de la direction départementale des territoires et donc signé par le préfet de Haute-Garonne. Des avis réputés favorables, puisque si on ne répond pas dans un certain délai, l'avis est réputé favorable du Conseil régional, de la CCI et de la communauté de communes du bassin haute-rivin et des observations du Conseil départemental qui ont été données. Donc je vous propose les réponses suivantes dans le bilan de concertation à ces avis. Concernant le Conseil départemental de la Haute-Garonne, ce sont essentiellement des points qui portent sur des éléments qui vont être réglés lors du dépôt du permis de construire, notamment pour la question de réalisation de ce qu'on appelle un parking de midi qui permet de stocker en fait les véhicules et de les dégager plus vite, notamment lors des mouvements de tourne à gauche. Donc ça, c'est effectivement au moment du permis que nous le réglerons. Et ensuite, le conseil départemental notait qu'il faudrait un entretien plus régulier de la végétation de part et d'autre des deux accès, donc à la plein domaine public. Donc ça ressort effectivement de la personne privée qui a ses haies. Et donc là, on prend note de cette observation et c'est la police municipale qui sera chargée de le faire respecter. Sur le préfet de Haute-Garonne, des remarques. Alors une première remarque qui demandait, et ce qui était le sens des autres pièces, donc il n'y a aucune peine à donner suite à cette remarque, que l'évolution de la hauteur de 14 à 15 mètres soit limitée au sous-secteur UF3A qui a été créé autour de l'usine Soleval. Donc nous tiendrons compte dans le document approuvé de cette observation. Et ensuite, il fallait effectivement mettre aussi à jour le règlement graphique, ça a été pris en compte pour le fameux pastillage. Il faut donc bien que les toiles figurent sur le document graphique. Sur l'autorité environnementale, elle nous avait dispensé de ce qu'on appelle l'évaluation environnementale, donc on a pris acte et il n'y a pas besoin de réaliser cette évaluation. Donc au regard de ce bilan de concertation, je vous propose de pouvoir approuver donc cette délibération et cette modification simplifiée numéro 6, donc déjà approuver et attester que le bilan a été présenté et les suites qui seront données aux avis des personnes publiques, et ensuite d'approuver la modification simplifiée telle qu'elle sera annexée à la délibération, intégrant les deux éléments que je viens de préciser en réponse aux avis de la DDT. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Donc je soumets au vote. Qui est pour? À l'unanimité, merci. Pascal, est-ce que tu peux préciser sur Soleval l'information qu'on a eue supplémentaire? Oui. Oui, donc on a eu un courrier de Soleval qui annonce les travaux qui sont à venir pour limiter les nuisances. Et ils précisent aussi qu'ils ont mis à disposition sur leur site internet un espace où chaque riverain peut
émettre un signalement sur une nuisance olfactive ressentie et ils s'engagent. Alors, c'est sur le site Akiolis à propos écoute riverain et ils s'engagent à répondre à chaque signalement pour déterminer et essayer d'améliorer la situation et d'améliorer le confort des riverains. Voilà, c'est une information qu'on a eue via Akiolis et qu'on répercute à tous les riverains qui nous posent des questions à ce sujet-là. Vous l'avez eu, cette information déjà? Lorsqu'on avait eu la réunion tous les trois, si vous vous rappelez, ils avaient dit qu'en 2024-2025, ils feraient l'ensemble des travaux pour qu'on n'ait plus de nuisances. Donc j'attends la fin de 2025 pour voir ce qu'ils auront fait. On peut noter, et là, qu'ils ne peuvent pas déposer d'autorisation tant que la modification simplifiée n'était pas approuvée. Donc effectivement, en 2024, ils ne pouvaient pas le faire. Donc effectivement, il leur reste une partie de l'année 2025. Ils ont quand même des formalités d'urbanisme à faire maintenant et à déposer. Donc je pense qu'on peut leur accorder un petit dépassement au regard du fait que c'est à partir d'aujourd'hui qu'ils peuvent réellement engager les démarches d'urbanisme. Ils se sont engagés, donc c'est déjà bien, parce que vous savez que les riverains, ils ont supporté pendant des années ces odeurs, quoi. Si ça peut toucher à sa fin, ce serait bien. Très bien. Donc, dernière délibération sur le recrutement de personnel contractuel non permanent. Madame Moreau. Donc effectivement, c'est le point que vous avez eu sur table. On a, en cette fin 2024-2025, eu un accroissement d'activité, notamment sur le service ressources humaines, lié à différents éléments, notamment la mise en place de logiciels de suivi des heures un peu plus élaborés, mais aussi des absences qu'il a fallu compenser. Et donc aujourd'hui, il y a un petit peu de rattrapage à faire et aussi de rattraper les conséquences de panne de nos logiciels dernièrement qui nécessitent un recrutement. Donc on vous propose une ouverture de poste sur une durée hebdomadaire de 17,5 heures sur des emplois donc non permanents pour pouvoir faire un renfort de 3 mois, donc jusqu'au 3 mois dans un premier temps et au maximum jusqu'au 31 août 2025 afin de pouvoir rattraper ce qui s'est passé au niveau des ressources humaines. Mais ça permettra aussi de pouvoir renforcer le cas échéant d'autres services parce que nous avons un certain nombre de personnes qui sont soit en congé maternité, soit en congé maladie sur les services administratifs et donc il faut pouvoir le renforcer ponctuellement. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Donc je soumets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, merci. On passe aux questions diverses. Monsieur Oliveira. Je n'aurai qu'une de questions. Sur le CLSPD, donc vous avez eu l'information entre-temps. Voilà, je précise que est passée une autorisation préfectorale pour le survol de la commune par des drones équipés de caméras qui sont censés lutter contre les rodéos urbains. Une bonne nouvelle. Voilà. Je ne sais pas si le passage du drone suffira à lutter, mais peut-être qu'il faudra qu'il y ait une action. Voilà, alors la moto, on va suivre la moto jusqu'à chez elle. Donc. Bon, mais déjà une bonne nouvelle, les gens seront contents. Donc la seule question que j'aurai, c'est pour la pose de tableau d'affichage libre, conformément à la réglementation en vigueur, c'était le code de l'environnement, je crois. Vous m'avez dit, quand j'avais posé la question, il faut nous laisser le temps d'étudier les emplacements. Donc, je repose la question, est-ce que vous avez eu le temps de vous en occuper? Je reconnais qu'on y met un peu de mauvaise volonté là. Donc on n'a pas eu le temps encore. Vous pouvez nous donner une date à peu près? Au moins de regarder les emplacements. Avril 2026. C'est une date. C'est une date. Jusqu'à PEM. Oui, ça sera 2 questions pour nous. Pour faire le bilan sur deux activités que vous avez initiées. La première, c'est concernant la mutuelle communale. Savoir si vous pouviez nous faire un bilan, savoir comment ça fonctionne, quels étaient les retours. Je donne la parole à Madame Voisin pour représenter.
pour répondre. C'est elle qui s'était chargée de ce dossier. Oui, avec Ghislaine Gali aussi, on a travaillé dessus et des habitants et des habitantes. Donc vous avez un doc là qui correspond au bilan au 31 décembre 2024. Donc Mutami nous a fait passer ce bilan avec une date de mise en place au 1er juin 2022. 320 personnes reçues lors des permanences et à ce jour 208 personnes protégées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une montée en puissance des demandes, puisque jusqu'à maintenant, il y avait une permanence par mois, le premier mercredi du mois, l'après-midi, et à ce jour, il y a 2 permanences par mois. Voilà, donc pour être allé moi-même à une permanence, on n'attend pas trop, hein, on est reçu correctement, et ensuite, on ne nous pousse pas à la consommation, c'est-à-dire que si la mutuelle actuelle est plus intéressante que ce que propose Mutami, il n'y a pas de pression, il y a beaucoup d'explications et beaucoup de disponibilité. Voilà, donc essentiellement des personnes entre 60 et plus, puisqu'il y a 55 personnes plus les 115 sur les 208. Quelques jeunes aussi. Non, pas de jeunes, pardon. Entre 30 et 39 ans, est-ce qu'on est jeune? Oui. Non. Non, mais donc 4 personnes. On constate effectivement que ce sont les personnes âgées qui avaient du mal à s'assurer, qui, grâce à cette assurance-là, oui, peuvent s'assurer. Je trouve que c'est quand même une Ce qui est à noter aussi, c'est que les cotisations n'augmentent plus. Il n'y a pas de tranche au-dessus de 70 ans. Donc ça amène une certaine stabilité financière. Ensuite, sur la page 2, sur la répartition des adhésions par garantie, commune 1, commune 2, ce n'est pas Haute-Rive et les autres communes, hein, c'est le nom des garanties. La première garantie s'appelle commune 1, commune 2, la deuxième, etc. Voilà, donc sur les plus importantes, c'est les 2 médianes, hein, commune 2 et commune 3. Voilà, donc à ce jour, ça fonctionne assez bien. Et le service commence à être bien repéré par les Haute-Rivains et les Haute-Rivaines. Et nous avons pu aussi présenter dans le cadre de la communauté de communes ce dispositif qui permettrait aussi à d'autres communes de la CCBA de pouvoir bénéficier aussi de ce type de prestations, en sachant que ça ne nous coûte que la mise à disposition d'un bureau. Voilà. Si vous avez des questions. Si vous pouvez nous rappeler où se tient la permanence et les jours où alors, se tient. Premier et deuxième mercredi du mois, les après-midi, de 13h30 à 17h. Premier et troisième, on me dit. Premier et troisième, pardon. Donc au CCAS, de 13h30 à 17h. Merci. Avec plaisir. Deuxième question. Merci. Donc la deuxième concerne le rapport d'activité, on va dire, du permis de végétaliser, savoir combien de personnes avaient sollicité ce permis et comment ça avait évolué sur les années suivantes, puisque ça fait maintenant 2 ou 3 ans que ça a été décidé. Je donne la parole à Mme Thierry pour répondre. Monsieur Elias. On peut répondre à plusieurs voix, peut-être. Oui. On peut dire qu'il y a eu une dizaine de demandes. J'ai réfléchi cet après-midi justement à cette question et je me disais qu'en fait, ce qui s'est passé au moment où il y a eu cette mise en place de ce permis, ça a déclenché des choses chez des gens qui n'avaient pas envisagé de pouvoir demander officiellement une autorisation. Mais on a constaté que sur le domaine public, il y a depuis des années des gens qui déjà ont investi leur quartier, leur trottoir, un petit bout d'eux. Et ces personnes, on ne leur a pas demandé de faire officiellement une demande. On est resté à l'existant. On n'a pas voulu les embêter avec une demande officielle, fournir une assurance, enfin, ce qu'on fait pour les nouveaux. Ce qui est intéressant, c'est ce que ça crée comme dynamique dans le quartier de réflexion entre des gens. On constate qu'il y a des gens qui ont pu demander, des associations, notamment le centre social, et puis des habitants qui se sont réunis à plusieurs pour un petit projet. Ça a entraîné aussi la fabrication, là je passerai la parole à Manu Elias, la fabrication de jardinières. Et puis, moi, ce que je dirais, un projet qui est particulièrement bien réussi, je pourrais passer la parole à Nadia, c'est le projet du petit jardin du château, du parc du château, qui est parti d'un
petit projet initié par Nadia et les habitants de l'accueil et convivialité, quelques habitants qui avaient envie de ça. Et ça a essaimé, les services ont soutenu, installé des jardinières qui n'étaient pas censées être pérennes et qui le sont devenues. Donc c'est pas une dynamique qui va très vite. Il faudrait, je sais pas comment on pourrait la relancer, mais elle existe. Les gens le savent et ils peuvent faire appel et voilà. Vous pouvez tu veux parler des jardinières et peut-être Nadia du foyer? Oui, donc à la suite de la demande de plusieurs habitants, donc, notamment sur le quartier Saint-Paul, sur le quartier historique, ils souhaitaient avoir à disposition des jardinières. Avec certains habitants, nous avons monté un projet fabrication jardinière et nous les avons installés à charge des habitants de les fleurir. Voilà. On en a installé 3. Il y en a une à Aristide-Briand, une place des Marronniers et une sur le parvis de l'église. Donc, vous pourrez la voir. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas pris de photos. Vous sortez, vous la verrez. Voilà. Donc, moi, je remercie donc les habitants qui se sont engagés dans le cadre du permis de végétaliser, mais je remercie également les gens qui œuvrent dans ce projet participatif de fleurissement, d'embellissement du quartier historique. Voilà. Des jardiniers. Oui. Chantier. Pardon, j'ai dit chantier? Non, mais c'est un vrai chantier. Ah, oui, c'est un vrai chantier parce que on travaille le samedi matin. Voilà. Maintenant, Nadia? Oui, il y avait une demande au niveau des adhérents et adhérentes du centre social de travailler autour d'un projet de potager. Et parce que c'est vrai qu'au niveau de Saint-Paul, là, des personnes qui viennent au centre social, il y a des personnes un petit peu âgées qui n'ont pas de jardin et pour lesquelles c'est important de mettre les mains dans la terre et de voir la nature pousser. Et donc nous avons mis en place, demandé ce permis de végétaliser pour pouvoir installer dans l'espace public un petit potager qui a évolué de façon intéressante en lien avec les services de la mairie, puisque le service de la mairie, Laurent Pulou et ses services ont installé des potagers, des carrés potagers en hauteur, ce qui permet quand même aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées de pouvoir gratter la terre quand même. Nous travaillons aussi en partenariat avec une maraîchère bio qui est sur la commune, qui nous donne des conseils et qui nous procure des plans bio aussi. Nous nous réunissons tous les vendredis après-midi pour travailler sur ce potager. Voilà, ça a donné aussi, ça a permis aussi de mettre en place un composteur collectif dans le quartier. Ce petit potager aussi fait des émules sur les quartiers puisque avec Laurent Pulou, nous avons travaillé aussi sur la mise en place de bacs potagers aussi au niveau du Montfourcas. Ces bacs sont respectés parce que aussi utilisés et chéris entre guillemets par les habitants et les habitantes. Il y a d'autres projets comme ça, d'essaimer des petits îlots de nature supplémentaires dans la commune. Et les gens s'en occupent, les gamins viennent voir pousser les fraises, voilà, les tomates. Il y a quelques dégradations, c'est sûr, mais c'est pas grave, on va continuer. Et voilà, c'est vraiment un projet qui est intéressant et qui est un projet intergénérationnel parce que la plupart des bacs ont été faits avec les jeunes de l'espace jeune du centre social. Voilà. Donc, et c'est dans l'espace public et c'est ouvert à tous. Merci. Avec plaisir, toujours. Et ceci va clôturer le conseil. Donc, le prochain conseil aura lieu le 26 mars où on votera le compte financier unique et ensuite le 9 avril où on votera le budget. 26 mars et 9 avril. 26 mars. Bonne soirée. Ça s'appelle plus, c'est...